Le Sénégal devait faire un carton, lui, contre l'Irak pour espérer se qualifier. Et donc, Ouais, le cahier des charges a été rempli. Victoire 5-0 pour le Sénégal. Plus large victoire africaine de l'histoire de la Coupe du Monde qui offre donc la qualification aux Lions de la Teranga, assurés de finir parmi les meilleurs troisièmes après les autres résultats de la soirée. Ils ont été flamboyants, les Lions. Bien lancés d'abord par Habib Diarra à la 4e minute face à une équipe d'Irak qui était ensuite très vite réduite à 10. Et le festival, eh bien, il est arrivé en seconde mi-temps. Ismail Assar à la 56e minute, doublé de Pape Gueye, celui que vous apercevez à l'écran, homme du match, 2 magnifiques buts. Iliman Ndiaye est venu ensuite parachever le succès des Lions. Écoutez, le sélectionneur Papio qui s'est exprimé hier soir, notez qu'il s'est exprimé avant de savoir que le Sénégal était qualifié. À la mi-temps, on a rectifié pour pouvoir apporter des changements qui ont été payants et derrière mettre 4 buts. Déjà avant tout, féliciter mon équipe qui a fait le match qu'il fallait parce que ça nous tenait à cœur de gagner ce match et pouvoir espérer. Et aussi mettre 5 buts, c'est quelque chose de bien. Hervé, ils l'ont fait, les Sénégalais. Quelle revanche par rapport au début de la compétition. Difficile, parfois un peu cruel aussi pour les Sénégalais. Oui, c'est la magie du foot, parce que je pense qu'ils sont partis de 0 à 0 et là, ils sont en train de remonter de 0 à 0. Et il a su faire les changements qu'il fallait. Il a apporté de la jeunesse, il a apporté de la fraîcheur et même en cours de match, dans son coaching a été positif puisque l'apport de Gueye a été important. Après, hier, j'étais plutôt optimiste. Je pensais qu'il gagnerait. Je pensais la victoire serait l'autre. Je pensais pas à 5 buts. Ils ont été aussi favorisés par les circonstances de la rencontre, puisqu'il y a eu un but très tôt et surtout un carton rouge pour l'équipe irakienne. Donc, mais c'est toujours intéressant parce que les 5 buts, il faut les mettre. Et là, maintenant, c'est vrai on ne sait pas encore quel est leur adversaire. On va y venir probablement l'Angleterre. Donc ce serait un gros morceau. Mais d'abord, peut-être petit tour par Dakar, où évidemment, on l'imagine, 5 buts, ça a dû rendre extrêmement heureux les supporters. Vous les apercevez sur l'image. Et je vous propose également d'écouter quelques réactions des gens qui étaient présents sur cette fanzone. C'est ça, c'est la compétition de haut niveau. Depuis le début, moi je crois que le Sénégal va arriver au final. Jusqu'à preuve contraire. On est satisfait, mais il fallait. Parce qu'une équipe comme le Sénégal, qui est championne d'Afrique, avec les 2 étoiles, on ne peut pas quitter la Coupe du Monde comme ça. Voilà, les supporters sénégalais, ils sont fiers évidemment, ils ont énormément d'espoir. On a entendu parler de finale. Est-ce que l'effectif sénégalais, il est équipé pour aller jusque-là? Non, je ne changerai pas. Je pense que l'effectif n'est pas équipé pour aller jusqu'en finale parce que, comme on disait, il y a un match de plus. Mais c'est sûr que sortir au premier tour, ça aurait été une très très grosse déception pour l'effectif qu'ils ont, qui leur devrait leur permettre de jouer. Enfin, c'est le deuxième chapeau des joueurs, donc peut-être un 8e ou un quart de finale. Un mot également, on l'évoquait tout à l'heure, de la possible suite pour le Sénégal si l'Angleterre, qui joue le Panama ce soir, adversaire a priori abordable pour l'Angleterre, et donc termine première de son groupe, eh bien on aurait droit à un Angleterre-Sénégal en 16e de finale, grosse affiche qui serait la revanche du 8e de finale de la dernière Coupe du Monde. 2018. À l'époque, 2022, à l'époque, l'Angleterre avait emporté 3-0. Qu'est-ce que vous en pensez de cette potentielle confrontation qui se dessine? Ce serait une belle opposition entre les deux pour la suite. Voilà donc pour les Sénégalais qualifiés qui sont assurés de terminer parmi les meilleurs 3e de ce groupe I. Donc derrière la France et la Norvège. Sénégal donc qui a joué la France, la Norvège et potentiellement l'Angleterre. Coupe du Monde relevée pour les Sénégalais. on en vient au groupe H où une autre nation africaine a fait l'histoire. Oui, le Cap-Vert, archipel d'environ 500 000 habitants. Première participation à la Coupe du Monde et première qualification pour la phase éliminatoire. Et ça valait bien. Vous allez le voir, un petit pas de danse pour les joueurs qui sont arrivés en zone mixte. Lunettes de soleil, chapeau, enceinte au bras. Et ça a dansé pour les joueurs du Cap-Vert. Évidemment, ils ont réussi à accrocher l'Arabie Saoudite. Les requins bleus, synonyme donc de deuxième place, puisque dans le même temps, l'Uruguay a perdu face à l'Espagne, 1-0, ce qui veut dire qu'au classement, le Cap-Vert finit deuxième avec 3 points seulement. C'est assez rare pour le noter. 3 matchs nuls, ils terminent invaincus, les Cap-Verdiens. Hervé, le Cap-Vert qui retrouvera
l'Argentine de Lionel Messi. Formidable fête pour les Capverdiens à venir qui réalisent, eux, un très beau tournoi aussi. Oui, formidable fête, surtout qu'ils n'étaient pas attendus là. Ils n'étaient pas attendus. Et au mieux, si on pensait qu'ils pouvaient faire un résultat, ce serait éventuellement une meilleure troisième, place de meilleure troisième. Donc là, ils se retrouvent deuxième, ce qui est déjà une grosse performance, invaincus. Et puis, effectivement, ils auront eu l'Espagne, l'Uruguay, et ce sera le troisième pays qui a gagné une Coupe du Monde. Donc en fait, finalement, pour eux, c'est que du bonheur. Ouais, le Cap-Vert qui termine deuxième parce que le Cap-Vert bénéficie de la chute de l'Uruguay qui est la grosse déception de ce groupe. L'Uruguay de Marcelo Bielsa, le sélectionneur légendaire sud-américain. 2 points seulement. On a vu que dans la presse, il y avait une fronde contre lui. Il n'a pas réussi à gérer son groupe. C'est gros flop pour l'Uruguay. Gros flop l'Uruguay, gros flop pour Marcelo Bielsa, puisqu'il a dit lui en conférence de presse qu'il n'a rien laissé en 3 ans à l'Uruguay. C'était un pari. Je crois que c'est peut-être certainement le dernier de sa carrière, sa longue carrière. Mais j'ai le sentiment que la Coupe du Monde, c'est pas son événement, puisque avec l'Argentine 2002, où ils étaient annoncés champions, enfin potentiels champions, ils sont terminés au premier tour. Peut-être que son style de management correspond moins à une équipe nationale qu'à un club où on voit les joueurs tous les jours. Et des affaires assez similaires d'ailleurs entre 2002 et cette Coupe du Monde, puisque cette Coupe du Monde, le groupe lui a reproché notamment, on a appris dans la presse, de ne pas avoir sélectionné Luis Suarez, l'attaquant star, certes un peu vieillissant. En 2002, c'était Hernan Crespo qu'il n'avait pas sélectionné. Donc Marcelo Bielsa, peut-être que la recette ne fonctionne plus. Un mot peut-être de l'Espagne aussi, qui a gagné 1-0, mais sans être vraiment brillante. L'Espagne, ça ronronne un peu. Une petite Espagne, mais il faut faire attention, parce que l'Espagne, championne du monde 2010, n'avait pas marqué beaucoup de buts. Ils ont marqué 8 buts en 7 matchs. Il y avait un peu plus de talent dans le jeu, quand même. Oui, c'est sûr que ils n'ont pas encore trouvé totalement la formule, mais c'était aussi des nations qui n'ont pas tellement l'habitude d'affronter. Et là, une deuxième compétition commence avec les matchs à élimination directe. On assiste à un mondial historique pour le continent. Oui, parce qu'on pourrait avoir 9 équipes africaines sur 10 qualifiées pour la phase finale, pour les 16e de finale. Seul, vous allez le voir, la Tunisie est assurée d'être éliminée. Maroc, Sénégal, Égypte, les 3 demi-finalistes de la dernière CAN 2025 sont là. La Côte d'Ivoire, vainqueur de l'édition précédente, est là. Et puis Cap-Vert, Ghana, Afrique du Sud, peut-être, vous le voyez, Algérie et la République démocratique du Congo qui jouent toutes les deux ce soir. Est-ce que, Hervé, c'est l'illustration, ce tableau, de la progression sur la scène mondiale du foot africain ? En tout cas, c'est un moment où l'Afrique peut interroger la FIFA pour savoir quel est le nombre de participants qu'elle pourrait avoir pour les prochaines éditions. Parce que là, grosso modo, on passe du format de 48 à 32. Le 32, c'était le format précédent. Et dans le format précédent à 32, l'Afrique était représentée par 5 sélections. Là, ça signifie qu'au minimum, il y en aura 7 et puis éventuellement 9. Donc, ça signifie qu'elle surperforme déjà quasiment au minimum de 50% par rapport à ce qu'était la représentation avant. Donc, ça signifie qu'il faudra voir dans l'ensemble, sur le premier tour, quelles sont les confédérations qui ont moins brillé. Je pense que l'Europe a un potentiel moindre qu'il y a quelques années. Et l'Afrique a fait de gros progrès dans la détection des joueurs, même si l'essentiel sont des joueurs binationaux. Aujourd'hui aussi, ce qui me plaît aussi, c'est d'avoir des sélectionneurs qui sont des sélectionneurs locaux. Et par exemple, un sélectionneur comme le sélectionneur capverdien dont on ne parle pas beaucoup, Boubista, qui a formé une équipe susceptible de rivaliser avec l'Espagne et l'Uruguay, avec des entraîneurs qui sont réputés pour leurs compétences tactiques. Et ça aurait été un entraîneur avec un pédigré, tout le monde en parlerait, tout le monde montrerait ce qu'il a été fait avec des joueurs non-name, puisqu'il faut le dire qu'ils jouent surtout dans des deuxièmes divisions en Portugal, Espagne. Donc franchement, c'est un progrès et j'espère que les dirigeants africains sauront valoriser ça dans leurs demandes pour les places qualificatives aux mondiaux 2030 et 2034. Mais est-ce que le progrès, il n'est pas aussi dans le soft power africain qui a réussi, on l'a vu dans beaucoup de sélections, à ramener des joueurs dans leur sélection d'origine, si on peut dire, et donc peut-être grâce à la progression des infrastructures, de la formation, des fédérations, à réussir à composer des équipes qui sont beaucoup plus compétitives au niveau mondial. Oui, disons Parce que le vivier de joueurs, il est évidemment là. Oui, le vivier de joueurs est important. Effectivement, il y a un accès plus facile aux joueurs d'origine africaine nés en Europe, qui permet d'aller chercher des joueurs déjà formés. C'est un petit peu, pour moi, l'inquiétude, c'est que finalement, on a des sélections africaines qui se développent, mais les championnats locaux qui perdent en intensité. Mais dans l'ensemble, aujourd'hui,
venir pour une sélection africaine est plus intéressant qu'avant parce qu'effectivement, sur le plan de la logistique, ça s'est amélioré, des conditions, même sur le plan économique, les primes ne sont plus dérisoires. Donc ça fait qu'un jeune joueur a intérêt. Et puis il y a des sélections comme celle du Maroc qui font un travail où ils vont chercher les joueurs très très jeunes en fait, très très jeunes dès les U17. Ils ont déjà fait des choix. Ayoub Boadi, une des révélations du mondial. Oui, et puis même des joueurs qui ont joué la Coupe du Monde U20. Donc en fait, les Marocains vont vraiment chercher de plus en plus tôt ces jeunes joueurs nés en Europe. Là, on parle évidemment des qualifications pour les 16e de finale, mais dans l'histoire, on a eu Cameroun 90, j'imagine que ça vous parle, Sénégal 2002, Ghana 2010, quart de finale, et puis le Maroc, demi-finale à la dernière édition. Est-ce que on peut voir un vainqueur africain cette année? Non, j'espère me tromper, mais je pense que non, parce que au-delà de la qualité des effectifs, il faut en avoir en quantité. Or, le problème aujourd'hui, là, on rentre dans une formule, on va jouer tous les 4 jours, donc c'est des formules de joueurs qui ont l'habitude de jouer la Ligue des Champions. Donc, c'est des matchs à haute intensité tous les 4 jours. Et je pense qu'avec les schémas, il faut avoir 16, 18 joueurs de ce niveau. Il faut avoir la logistique parce que c'est beaucoup de déplacements. On a vu que pour la France, le minimum, c'est 6000 km. Donc, ça signifie que ça va se jouer sur ces petits détails. Et pour l'instant, les sélections africaines ne sont pas encore à ce niveau-là, selon moi.